Mesdames et messieurs, c'est toujours un réel plaisir d'être parmi vous. Bonsoir et bienvenue. À la une de l'actualité de ce soir, le président de la République, Andrzej a émis la consigne de mobiliser tous les camions citernes pour transporter de l'eau et approvisionner la capitale, étant donné la situation qui prévaut dans le pays. Un centre de commandement opérationnel ou CCO a également été mis en place. Tous les membres du gouvernement seront mobilisés dans ce sens et le ministère de l'eau sera le coordonnateur des tâches. La recherche d'une solution pour l'approvisionnement en eau se poursuit. Problème qui entraîne la grogne chez les citoyens, non seulement à Antananarivo, mais dans tout Madagascar. En raison de l'urgence de la situation à Antananarivo, le président de la République a émis la consigne de mobiliser tous les camions citernes pour approvisionner les bonbonnes de la capitale. En plus de ceux déjà utilisés par le ministère de tutelle et de la Jirama, il y aura également une coopération avec le secteur privé pour augmenter le nombre de ces camions citernes. Un centre de commandement opérationnel ou CCO est créé pour coordonner les opérations et pouvoir prendre des mesures immédiates. Le ministère de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène coordonnera les aspects techniques et l'ensemble du gouvernement collaborera pour répondre aux besoins de la population. Le président de la République a également souligné que les problèmes d'approvisionnement en électricité et en eau sont interdépendants. Il a ainsi précisé qu'un groupe de réserve doit être ajouté à toutes les stations de pompage pour éviter l'arrêt de l'approvisionnement en eau. Les grands projets qui constituent des solutions à long terme, tels que PAEP et Tana Water Free, qui contribueront à augmenter la production d'eau potable et à remplacer les plus anciennes conduites d'eau, seront également accélérés. L'objectif étant de solutionner le manque d'eau, surtout pendant les périodes d'étiage. Ces projets ont démarré en 2021, mais en raison du népotisme dans le marché public, les travaux n'ont pas été achevés. Le président a déclaré qu'il n'accepte pas la monopolisation de l'intérêt public par quelques personnes. Et après l'appel lancé par Madagascar pour prêter main forte au pays suite aux séquelles laissées par le passage du cyclone Gamané, Maurice a répondu. Hier, le ministère des Affaires étrangères a reçu officiellement un don de 25 000 $ pour aider à la reconstruction. Ce don sera donc immédiatement remis au BNGRC. Ce dernier a demandé à ce que cet argent serve à préparer la prochaine saison cyclonique. Natera Koutumav sur les images de Nzara Ranjiansou. Pour rappel, le passage du cyclone Gamané dans le nord de l'île en mars dernier a fait 19 décès et détruit de nombreuses infrastructures. 18 834 maisons ont été inondées et 779 autres détruites. 22 salles de classe ont été entièrement décoiffées et 106 autres partiellement détruites. 2236 hectares de rizières ont été inondés. Un appel a été lancé par le ministère des Affaires étrangères malgache au niveau international pour divers soutiens, notamment pour les victimes de la catastrophe. Et l'île Maurice est l'un des pays qui a répondu à travers un don de 25 000 $. Le contexte mondial actuel et nous incite à valoriser davantage la solidarité et la coopération entre pays frères africains. À ce titre, je tiens à réitérer l'appréciation du peuple malagasy de votre soutien indéfectible dans les moments difficiles. Je suis certaine que grâce à cet élan de générosité et à la détermination de chacun de nous tous ici présents, nous parviendrons à surmonter les difficultés actuelles et à reconstruire un avenir meilleur pour notre pays. Excellence, il y a un adage en malagasy qui dit « Vuika vanachach », ce qui signifie que le mal qui est à son voisin ou à son frère nous fait mal à nous aussi. Et vous l'avez bien prouvé. Excellence, mesdames et messieurs, il reste beaucoup à faire. Mais nous sommes convaincus qu'ensemble, nous pouvons relever les défis du changement climatique et garantir que le développement au niveau des îles, comme les nôtres, soit rapide, cohérent, mais surtout durable. Ce don sera remis immédiatement au BNGRC pour les travaux de retracement déjà menés par le gouvernement malgache jusqu'à aujourd'hui. Cependant, le BNGRC demande à ce que cet argent soit utilisé pour se préparer à la prochaine saison cyclonique.
Il est prévu qu'il y ait 2 à 5 cyclones qui passeront par Madagascar, selon l'annonce du directeur général du PNGRC aujourd'hui. Le gouvernement mauricien a prêté main forte au peuple malagasy en tant qu'il voisine, a déclaré l'ambassadeur de Maurice à Madagascar, qui a confirmé que les îles Sœurs sont toujours solidaires dans les moments difficiles. Au-delà de la valeur monétaire, c'est pas la valeur monétaire, c'est tout simplement passer le message, je partage ta souffrance et je veux être à tes côtés dans ces moments difficiles. Quand vous partagez, ça c'est au niveau fraternel, quand vous partagez la même région, il est de votre intérêt que le monde de la région soit bien. Vous ne pouvez pas être bien si les mondes à côté de vous sont dans la souffrance, n'est-ce pas? Donc c'est tout simplement poussé par ces sentiments que nous faisons notre modeste contribution quand Madagascar passe par des moments difficiles. La remise officielle du don a été effectuée hier au ministère des Affaires étrangères à Anoussi. Et dans l'optique d'améliorer les services offerts par les tribunaux aux justiciables, un kiosque d'information a été mis en place ce jour au tribunal de première instance à Anoussi. Désormais, les justiciables n'ont plus besoin de faire des va-et-vient, mais pourront directement s'adresser aux préposés au sein de ce kiosque. Par ailleurs, le PNUD et l'USAID, à travers le projet RINJ, ont octroyé des dons et des formations aux 5 tribunaux de première instance de l'île et à 730 magistrats. Les détails sur les images de Yves Janel. Tribunal de proximité, tribunal loin des corruptions, telle est la devise du ministère de la Justice inscrit dans la politique générale de l'État. Pour ce faire, un kiosque d'information a été mis en place au tribunal de première instance à Anoussi. Les justiciables pourront directement s'adresser au personnel qui y travaille pour des informations concernant par exemple les jours d'audience, les endroits où aller selon leur cas. Ce kiosque réduira la corruption et limitera les racoleurs selon le ministre de la Justice, Rakoutoumandi Benjamin Alexis. Malgré les améliorations au niveau des services, le travail du tribunal et des magistrats nécessite des matériels et des formations. Ainsi, 730 magistrats de toute l'île ont reçu des formations à travers le projet RINJ et 5 tribunaux, dont Antananarive, Tuamasin, Antala, Mourndave et Fenorivatsnanan, ont reçu chacun 10 ordinateurs et une imprimante. C'est un programme de USAID, financé par USAID, au niveau de 14,4 millions de dollars. Il y a aussi un financement du PNUD, à peu près 1,5 million de dollars, et c'est pour 5 ans. C'est un programme qui va finir fin de l'année 2026. Pendant ces 3 années, en fait, on a travaillé avec vous, avec le ministère de la Justice, avec les magistrats, avec les greffiers, dans cette composante justice, je vais parler un peu des autres composantes aussi, main dans la main, pour une cause unie, qui nous a unis, c'est améliorer l'accès à la justice, surtout pour les gens les plus vulnérables. On a travaillé dans 5 TPI, y compris le TPI de Tana, et avec les employés du ministère de la Justice, pour faire. Et les changements qu'on a fait. On a simplifié les procédures dans les TPI. On a standardisé aussi toutes les relations entre les TPI et les justiciables. C'est à peu près 120 formulaires qu'ils peuvent prendre des kiosques, remplir et soumettre. Donc c'est un guide gratuit concernant les tribunaux a également été édité et distribué. En économie, l'agence qui fait également office de siège de la première agence de microfinance de Madagascar, AIVANJ, a été inaugurée hier. La PAMF est une institution de microfinance qui se spécialise dans l'offre digitale et aussi dans le volet socio-environnemental. Cette agence CISAIVANJ est la 4e agence de PAMF à Antananarive. Hier soir, la PAMF a également tenu un événement dénommé Digital Era, consistant à dévoiler leur toute dernière innovation numérique.
Détail de Miaravoulat Sferen et Bras Donilson. La première agence de microfinance est une institution de microfinance fondée en 2006 à Madagascar. Actuellement, la PAMF dispose de 20 agences dans tout Madagascar avec plus de 530 000 clients et 4 d'entre elles se trouvent à Antananarivo. Cette agence d'Ivange se trouve dans un quartier stratégique, d'où le déménagement du siège de la PAMF dans ce nouveau local. Le développement des produits digitaux figure parmi les innovations de la PAMF, d'après les explications. Avec ces dernières années, la première agence de microfinance s'est beaucoup développée à travers l'ouverture de nouvelles agences, à travers le développement de produits digitaux, à travers le développement des collaborateurs et la croissance du nombre de collaborateurs. Et je crois qu'il fallait, pour rassurer nos clients, pour supporter notre développement et pour aussi donner envie à nos collaborateurs de s'impliquer encore plus, il fallait qu'on ait un siège qui soit à la hauteur de notre ambition. Et c'est pour ça que ce siège ici en Kurundjan-Ivange était le meilleur endroit pour montrer l'ambition de la PMF à continuer à se développer dans l'avenir. Donc ce siège est sur 2 niveaux et nous avons fait en bas une agence digitale, entièrement digitale, qui est un peu la vitrine de la PMF, qui montre à tous nos clients ce que nous sommes capables de faire au niveau services financiers, services digitaux. Alors nos ambitions, c'est toujours de servir le maximum de Madagascar, le maximum de clients à Madagascar, et cela se fait à travers l'ouverture de nouvelles agences, cela se fait avec les investissements dans les produits digitaux, et cela se fait dans la formation de nos collaborateurs pour qu'eux soient encore plus efficaces, plus proches de nos clients et qu'ils soient plus aptes à servir encore nos clients et à les aider à se développer. Selon les statistiques, le taux de bancarisation à Madagascar est actuellement estimé à près de 30%. Le ministre de l'économie et des finances, Rinja Asmbelrabarnirinarsan, a ainsi souligné lors de la cérémonie d'inauguration que les projets d'inclusion financière apportés par les banques et les microfinances jouent un rôle important dans le développement économique de Madagascar. L'inclusion financière qui consiste à démocratiser les services financiers et à les étendre aux citoyens. Le secteur financier à Madagascar peut encore mieux faire, selon toujours la ministre de l'économie et des finances. Je voudrais commencer ce discours par vous partager une petite histoire. Lorsque nous étions en mission avec la Banque mondiale dans le nord de Madagascar, à Nosibé, la semaine passée. En passant devant des vendeurs de tableaux dans les rues de Nosibé, donc la ville de Nosibé, les missionnaires de la Banque mondiale se sont arrêtés car ils voulaient en acheter. Et ils n'ont pas pu le faire car les missionnaires n'avaient avec eux que des cartes bancaires, alors que les petits vendeurs n'avaient pas de terminal de paiement électronique. Et ils ne pourraient peut-être pas en avoir non plus, parce qu'ils n'ont pas encore accès à des services financiers et n'ont peut-être même pas de compte bancaire ni de compte épargne dans les microfinances. Et nous avons tous eu la même réaction en constatant à quel point nous devons développer très vite les services financiers à Madagascar. Voilà pourquoi nous devons activer et soutenir tout projet de développement de l'inclusion financière dans ce pays. L'inclusion financière consiste en effet à démocratiser les services financiers et à les étendre au maximum à tous les citoyens. Parallèlement à cette inauguration de la première agence de microfinance à Ivange, cette dernière lance également le Digital Era, incluant toutes les offres digitales de la PAMF, incluant WhatsApp Banking, Messenger Banking, Netstar, Mikad, qui mettront en avant les innovations numériques. Le lancement de Injana 643, une agence virtuelle de la PAMF, s'est aussi déroulé lors de cette soirée au Novotel à l'Arbi hier. En politique, les personnes handicapées pourront utiliser la carte rouge s'il y a une file d'attente au bureau de vote lors de l'élection du 11 décembre, a déclaré le président de l'ARC Femmes. L'objectif est de leur garantir leurs droits. Aujourd'hui, le président de l'association a appelé les personnes handicapées à vérifier leur nom sur la liste électorale. Pour ceux qui n'y sont pas encore inscrits, ils peuvent demander une ordonnance auprès des tribunaux afin qu'ils puissent voter.
Selon l'article 42 du cadre IF 2018-008 du 5 mai 2018 sur les règles générales régissant les élections, ainsi que la note publiée par la CENI le 4 octobre 2024, tous les citoyens remplissant les conditions pour voter, mais qui ne figurent pas sur la liste électorale, peuvent demander à y être inscrits auprès du tribunal de première instance. Cependant, si le jugement sur l'inscription dans la liste électorale est rendu après ce 30 novembre, les personnes ayant fait la demande ne seront pas incluses sur la liste électorale pour les élections communales et ne pourront pas voter. Le président de l'ARC Femmes encourage donc les handicapés à respecter les procédures. Et puis la poursuite des réalisations dans la commune d'Antirabé, tel est l'objectif du candidat Irmar dans cette commune. Il a souligné lors du tirage au sort des numéros attribués aux candidats hier que travailler avec le gouvernement est la seule voie pour accéder au développement. Le docteur Unno, candidat Irmar de la commune d'Antirabé, portera le numéro 2 sur le bulletin unique. Un chiffre qui marquera la continuité des travaux déjà accomplis en matière de développement selon lui. Un mandat ne suffit pas pour développer la ville d'Antirabé, bien que nombreuses ont été les réalisations, a-t-il souligné. Il a également ajouté que travailler avec le gouvernement permet de réaliser plusieurs grands projets pour la commune d'Antirabé. Et côté sport, Madagascar ne participera pas au premier tour des qualifications pour le CHAN 2024, mais accédera directement au deuxième tour. Cette situation est due aux bons résultats que nous avons obtenus lors du CHAN 2022 qui s'est tenu en Algérie. Le point avec Anzara Razonarvelo. Les Barrets de Madagascar accéderont directement au deuxième tour des qualifications pour le CHAN 2024, étant donné nos bons résultats, avec une troisième place lors du CHAN 2022 en Algérie. Hier, le tirage au sort pour les pays du premier tour a eu lieu. Il est déjà assuré que nous affronterons l'une des équipes victorieuses à l'issue de la rencontre entre le Zimbabwe et les Eswatini au deuxième tour. Le tournoi est organisé par région et Madagascar se trouve dans la zone sud de l'Afrique au sein de la COSAFA. Nous sommes donc bien placés car nous nous trouvons dans le chapeau 1 aux côtés de Mozambique, de l'Angola, de la Zambie qui ne participent également pas au premier tour. Pour cette édition du CHAN, les matchs du premier tour se dérouleront du 25 au 27 octobre pour les matchs allés et du 1er au 3 novembre pour les matchs retour. Quant au deuxième tour, les matchs allés auront lieu du 20 au 22 décembre et les matchs retour du 27 au 29 décembre. Et dans la page culturelle, les chanteurs internationaux Dadju et Take sont arrivés à Madagascar ce matin, prêts pour le grand rendez-vous avec leurs fans malgaches demain au stade Barré Mamassen. Ils vont interpréter les titres de l'album Héritage, mais ainsi que d'autres morceaux qui ont fait leur renommée. Reportage. Si je t'aime, je suis jaloux. Nombreux sont les fans qui sont venus à l'aéroport international d'Ivat pour accueillir leurs chanteurs préférés, Take et Dadju. L'avion qui les a transportés a atterri à Ivat à 11h30. Dadju et Take leur donnent rendez-vous demain au stade Barré Mamassen. Ils vont chanter les titres de l'album Héritage, mais aussi d'autres chansons qui les ont rendus célèbres. On ne pouvait pas ne pas choisir Madagascar dans cette tournée parce qu'on a eu une bonne expérience. On a eu une bonne expérience chacun de son côté en venant la dernière fois. Et voilà, là, on a envie de justement cet héritage tour. On a envie de le propager dans le monde entier, dans toute l'Afrique. On était aux États-Unis il y a 2 semaines, on était en France la semaine dernière. On va faire l'Afrique aussi, et en décembre. Mais on était obligé de commencer par des terres qui nous ont accueillis vraiment, des pays qui nous ont accueillis vraiment chaleureusement et avec amour. Et Madagascar est en top liste, donc en tête de liste. Dadju vient à Madagascar pour la 3e fois, si Take en est à sa 2e passage. Il compte ainsi passer à Madagascar le plus souvent possible et enflammer le stade Barré. Ah, c'est ça, vous voulez qu'on revienne tous les ans. C'est bien ça. Non mais après on va vous saouler, si vous nous voyez trop, après ça, vous allez être dégoûté, vous allez dire c'est bon on les voit trop et tout. Faut garder ce petit mystère quand même.
Mais non, en tout cas, c'est clair qu'on est déjà venu une fois, 2 fois. On va sûrement revenir encore. Là, pour l'instant, on ne pense pas à l'avenir. On est là aujourd'hui, c'est ça qui est le plus important. Aujourd'hui, et faire le concert de demain au top de sa forme et de partager avec tout le monde. FIFA Madagascar fait partie des partenaires de ce grand rendez-vous international. À l'international, l'ouragan Milton, extrêmement dangereux selon les autorités, a touché terre hier en Floride, balayant la côte de vents violents, de fortes pluies et inondant le centre de cette péninsule du sud-est des États-Unis, 2 semaines après le passage dévastateur de Hélène. Des vents atteignant 165 km/h ont été enregistrés dans la soirée. France 24. Des rafales à plus de 200 km/h, des pluies torrentielles. L'ouragan Milton a touché de plein fouet les côtes de la Floride. Sur recommandation des autorités, 1 million de personnes ont déjà été évacuées. Certains ont pu rejoindre des abris de fortune, comme cette école. À l'heure actuelle, nous avons environ 16 refuges ouverts. Dès 11 heures, nous servions 8500 personnes. Il est probable que ce chiffre dépasse les 10 000 aujourd'hui. Et nous avons une chambre pour tous ceux qui ont besoin d'un endroit sûr pour affronter cette tempête. Pour ceux qui restent, sortir n'est plus une option. Cette cliente est prise au piège dans son hôtel. Je ressens toujours les effets de cette tempête. La pluie frappe les vitres, les arbres s'agitent sous l'effet du vent. Certaines rues du centre-ville sont recouvertes d'eau stagnante. On peut voir le vent s'engouffrer dans ces mares d'eau. 2 semaines après le passage de l'ouragan Hélène, Milton continue sa course destructrice vers l'est de la Floride. Heureusement, le phénomène faiblit au fur et à mesure. Et le ministre de la Défense israélien a promis que la riposte de son pays à la récente attaque de missiles iraniens serait mortelle, précise et surprenante. Le 1er octobre, la République islamique a lancé 200 missiles en direction d'Israël, disant avoir agi en représailles aux assassinats du chef du Hezbollah libanais, du chef du Hamas et de l'un de ses commandants. France 24. Que les miliciens du Hezbollah libanais assurent l'essentiel de la guerre par procuration entre l'Iran et Israël et que le Liban subit frappes et incursions de l'État hébreu, le gouvernement israélien menace une nouvelle fois Téhéran de représailles directes. Comme nous l'avons fait jusqu'à présent dans la guerre dans toutes les autres régions, ceux qui tentent de nuire à l'État d'Israël en paieront le prix. Notre attaque en Iran sera mortelle, précise et surprenante. Ils ne comprendront pas comment cela s'est passé. Toutes les hypothèses restent possibles, malgré les réticences de l'allié américain. Frappe sur les sites pétroliers iraniens ou sur les infrastructures nucléaires. Nous n'avons aucune crainte, monsieur Perelman, ni sur les infrastructures, ni sur les sites nucléaires. Notre réponse est déjà prête. Est-ce que vous craignez des frappes sur vos infrastructures pétrolières, par exemple? J'espère que la folie soit arrêtée. Sinon, il y aura de la même réponse, de la même nature, même peut-être un peu plus. L'Iran avait tiré 200 missiles sur Israël il y a 10 jours pour venger, entre autres, la mort de ses 2 alliés, Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, et Ismail Haniyeh, le chef du bureau politique du Hamas, tués par l'armée et les services israéliens, l'un à Beyrouth, le second en plein Téhéran. Et le président ukrainien Volodymyr Zelensky entame une tournée européenne express chez ses principaux alliés, en commençant par le Royaume-Uni, la France et l'Italie, en quête de marques de soutien, alors qu'une importante réunion des partenaires militaires de Kiev, prévue samedi en Allemagne, a été reportée. France 24. Une nouvelle tournée dans toute l'Europe pour Volodymyr Zelensky, avec l'objectif d'accélérer les livraisons d'armes. Après un sommet avec les pays des Balkans, direction Paris pour le président ukrainien, attendu au palais de l'Élysée dans l'après-midi. Cet entretien sera l'occasion pour le président de la République de réaffirmer la détermination de la France à continuer d'apporter, dans la durée et avec l'ensemble de ses partenaires, un soutien sans faille à l'Ukraine et au peuple ukrainien.
Un entretien programmé au lendemain d'une rencontre entre Emmanuel Macron et des soldats ukrainiens en formation sur le territoire français. Quelque part dans le Grand Est, 2300 soldats s'entraînent dans des conditions proches de celles du front. Objectif, aider Kiev à stopper l'avancée russe à l'est de l'Ukraine. Le but avec ce qu'on fait là, c'est quand même d'essayer d'avoir des effets de masse, avec aussi le nouveau matériel qui arrive. Et ça, pour vous, c'est clé, d'être tout de suite formé avec le matériel qu'on fournit. Assurément, ça nous aidera dans le futur. Volodymyr Zelensky attend plus d'aide militaire du président français, mais aussi du Premier ministre britannique Keir Starmer, qu'il rencontre ce jeudi matin à Londres. Le président ukrainien se rendra ensuite à Rome pour s'entretenir avec Giorgia Meloni et le pape, puis à Berlin pour discuter avec le chancelier Olaf Scholz. Les faiblesses de n'importe lequel de nos alliés motivent Poutine. C'est pourquoi nous demandons de nous renforcer en termes de garanties sécuritaires, d'armes, et sur notre futur après cette guerre. Pour moi, Poutine ne comprend que la force. Enfin, après l'avoir déjà fait avec Joe Biden, Volodymyr Zelensky présentera aux alliés européens son plan pour la victoire, censé mettre fin à l'invasion de l'Ukraine. Un plan qu'il doit rendre public en novembre. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous tout de suite après pour le film de la soirée, Outside the Wire. Quant à moi, je vous souhaite de passer une excellente soirée sur Viva. Au revoir.